Second poteau, c'est complètement dingue. C'est lui, c'est Anatoly Troubine, le héros, le gardien qui vient qualifier Benfica pour la suite de la compétition. Les stadios d'Alous en ébullition, c'est complètement fou, c'est la magie des grandes soirées européennes. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Déplacement du Barça ce samedi au Martínez Valero pour affronter Elche. Elche qui a une saison, on va dire, en demi-teinte, une équipe assez particulière. C'est moi ce que j'appelle les hipsters de la Liga cette saison. C'est un peu le Girona du pauvre. Parce que Girona, à l'époque, ils avaient réussi quand même à faire croire aux gens qu'ils étaient capables d'aller gagner la Liga, en tout cas de faire les troubles fêtes. Au final, ils se sont effondrés en fait, comme toutes les autres équipes. Mais on va en parler dans cette vidéo. Juste les amis, avant de parler de tout ça en détail, j'aimerais vous présenter un site si vous êtes intéressé par des edits TikTok et faire de vraies vidéos TikTok qui rendent professionnelles et qui vous rapportent beaucoup de vues, voire des sous, parce qu'apparemment moi je sais pas, hein, je suis pas très régulier sur TikTok, mais venez quand même sur mon TikTok, je me fais ma publicité à moi-même, le lien sera en description. Du coup, je vous présente Banger, c'est un site de création de vidéos TikTok grâce à l'intelligence artificielle qui a été développée par des personnes que je connais de la top qualité. Même moi, certains de mes TikTok, je les ai fait grâce à eux. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. Ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un sponsoring, c'est vraiment voilà des personnes que je connais qui font du bon boulot et qui méritent en fait mon appui tout simplement. Donc si je peux les aider à avoir encore plus de visibilité et encore plus de personnes qui adhèrent à leur projet, voilà, allez voir ce que ça donne. Je pense que vous ne serez pas déçus. Le lien Banger en description. Revenons donc au déplacement du Barça à Elche. C'est un déplacement périlleux, hein, c'est un déplacement un peu piège. Parce que Elche, ils viennent de deuxième division. Certes, aujourd'hui, ils sont installés ventre mou du championnat, 11e. Je pense qu'ils sont satisfaits de leur position, même si, voilà, c'est une équipe qui a des ambitions. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, le coach actuel d'Elche, c'est l'ancien du Barça, l'ancien adjoint, pardon, de Quique Setién, Eder Sarabia. Et c'est un coach qu'on a aussi croisé déjà au match aller lorsque Elche s'est déplacé au Montjuïc. Donc pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce sont des hipsters un peu, c'est parce que c'est une équipe, moi j'apprécie déjà Elche, j'apprécie ce type d'équipe là en Liga, parce que ça reste l'une des rares dernières équipes dans le foot moderne, en Liga en tout cas, qui essaye de mourir avec ses idées, qui veut mourir par le jeu, pour le jeu. C'est-à-dire que Elche c'est une équipe qui ne va jamais se renier. Si vous les voyez défendre un peu bas, c'est parce qu'ils ont été obligés en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, mais c'est une équipe qui veut tout le temps déjà avoir la possession. On le voit même dans leurs défaites contre Villarreal, dans leur défaite dans certains matchs, tu vois que c'est une équipe qui est aussi à près de 60-70% de possession de balles. Vraiment, c'est n'importe quoi pour une équipe avec des moyens aussi faibles. Donc c'est la preuve selon laquelle tu es capable de jouer un beau football, parce que LG c'est une équipe qui joue un beau football, faut le dire, sans avoir un budget démesuré. C'est une équipe aujourd'hui qui est 11e de Liga, et je pense qu'il y a plein d'équipes qui se battent pour la relégation aujourd'hui, qui enchaînent bus sur bus, gros bus sur gros bus, et qui n'ont pas les résultats de Elche, qui sont aujourd'hui, je pense, totalement rassurés par rapport à une potentielle descente en deuxième division. Je pense qu'ils resteront en première division, et en pratiquant un football attrayant, intéressant, qui fait plaisir pour les yeux. D'ailleurs, ils avaient accroché le Real Madrid la dernière fois que le Real s'était déplacé chez eux. C'est pour ça que je vous dis attention quand même, ça peut être un déplacement piège, parce que on sait que le Barça c'est une équipe déjà qui encaisse beaucoup de buts, et je vous avais demandé de me poser des questions sur Twitter par rapport à ça, et la première question c'était forcément ça: à quelle minute le Barça encaisse son premier but? Et c'est le point focal aujourd'hui de tous les débats Barcelone, de tous les débats concernant le Barça, parce que la défense c'est un vrai souci. On est tous là à attendre le moment où ça va péter, en fait, limite. À attendre quand est-ce que ça va se déchirer pour que tu te manges un peu comme ce que tu t'es mangé contre le FC Séville. Déplacement là-bas, le FC Séville qui a 4-5 face-à-face lors du match, voire 6 face-à-face, et ils t'en mettent 4 là-bas. Donc forcément que t'es là, tu attends, t'es pas serein, mais malgré tout, tu te dis, ok, quand même, cette équipe, elle est capable de marquer beaucoup de buts, elle est capable de renverser des situations, mais elle encaisse quand même beaucoup trop de buts. Elle concède en fait beaucoup de situations, c'est ça le problème. Si tu encaisses des buts parce que tu as eu une erreur individuelle qui peut arriver par-ci, par-là, il n'y a pas de problème.
Mais là, c'est une constance depuis le début de la saison. Donc forcément que ça inquiète au sein des supporters, au sein des observateurs. On voit cette équipe du Barça qui progresse, enfin qui avance, je ne dis pas dire progresse, qui avance dans sa saison, qui a de bons résultats dans le sens brut du terme, parce que tu es 5e dans la phase de Ligue en Ligue des Champions, tu es premier en Liga, mais dans le jeu, il y a quand même pas mal de soucis en fait, parce que beaucoup parlent de la défense. Moi, c'est pas la défense qui m'inquiète sur ces dernières semaines, c'est plus l'attaque. Malgré le fait que le Barça ait marqué beaucoup de buts, hein, paradoxalement, c'est l'attaque. C'est l'animation globale, collective du Barça. Le niveau technique, ce que je vois avec ballon m'inquiète plus que ce que je vois sans ballon dans la défense en fait. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais lorsque je vois le niveau technique de certains joueurs comme Koundé qui n'arrivent pas à savoir quand est-ce qu'il faut passer le ballon, à quel moment il faut le lâcher, à quel moment il faut pas le lâcher dans certaines zones. Quand tu perds des ballons faciles aussi, c'est là que tu es exposé. Le but que le Benfica, pardon. On reprend nos esprits, je voulais pas parler de Benfica, désolé pour les supporters du Real. Je veux dire, le but que Copenhague il marque hier ou avant-hier, au moment où vous regardez cette vidéo, ben c'est une passe ratée qui occasionne tout de suite une occasion de but et but. Vous voyez, des buts comme ça, on en a encaissé plein depuis le début de saison. Donc c'est pas tant une question de défendre ou quoi, c'est plus des erreurs avec ballon qui conditionnent en fait nos erreurs sans ballon en défense. Si tu n'arrives pas à bien traiter le ballon, si tu n'arrives pas à faire une bonne chose de l'utilisation du ballon lorsque tu l'as en ta possession, ben tu t'exposes. Alors que tu as le ballon, oui, tu es exposé. Une perte de balle et direct, boum, tu te fais punir. Donc moi, c'est plus le jeu avec ballon qui conditionne l'état défensif du Barça. On sait que le Barça n'a pas une défense de niveau élite en termes individuels. On voit le niveau de la saison de Koundé, de Koubarsi, de Gérard Martin, tout ça, de Baldé. Intrinsèquement, les mecs, ils sont pas du tout à leur niveau. Donc forcément que si tu veux essayer d'atténuer cet impact-là sur tes résultats, ou en tout cas dans ta prestation défensive, ben c'est d'avoir une meilleure prestation avec ballon. Et c'est ça le plus gros problème du Barça pour moi, au-delà de la défense. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au problème défensif. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, on verra qu'est-ce qui va se passer lors des prochains tours. Moi, je dis juste, faut arrêter d'avoir peur en mode, on va se faire sortir si on croise Newcastle, le PSG, les gars. On est en 8e de finale. Si on veut aller très loin dans cette compétition, il faudra gagner face à de grosses équipes, d'accord? Si on est là avec une mentalité de peur, on va pas faire ci, on va pas faire ça, autant ne pas y aller. Moi, je reste confiant, malgré les défaillances du Barça, malgré les problèmes du Barça, ben, je serai derrière eux et j'attends de voir ce qui va se passer, tout simplement. Ne penses-tu pas qu'avoir un point de plus seulement sur le Real en ce moment de la saison est un peu décevant vu la forme du Real? En fait, ça, c'est une question aussi qui revient beaucoup par rapport au fait qu'il n'y ait qu'un seul point entre le Barça et le Real. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance en fait à voir, à lire, à analyser cette situation que d'un seul côté. C'est-à-dire que là, le Barça a un point du Real alors que le Real est gaze, alors que le Real est nul. C'est pas du tout normal. En oubliant que le Barça lui-même a traversé une grosse période de disette cette saison. Il y a eu les défaites contre Séville. Le Barça s'est retrouvé, je crois, à -5 du Real au bout d'un moment. Donc c'est pas parce que le Real, ça a l'air d'être la crise institutionnelle, la crise au niveau sportif, que forcément qu'au Barça, tout est rose, c'est la belle vie. Le Barça a eu aussi des problèmes. Il y a eu des blessures, il y a eu des matchs ratés, il y a eu je dirais pas crise, je dirais pas jusqu'à dire crise, mais il y a quand même eu de grands matchs ratés du Barça, des contre-performances. Donc le Barça a lâché pas mal de points. Faut pas vous dire que le Barça est à son meilleur niveau là et pourtant le Real est à 1 point. Ça, c'est la narrative que les supporters du Real veulent vous faire entendre, veulent vous faire croire. Ils veulent que vous répétiez ça, alors que c'est faux. Le Real est en crise, certes, mais on est loin d'avoir un Barça au sommet, ou en tout cas un Barça en pleine forme. Le fait de gagner des 4-1 contre Copenhague ou de gagner contre Oviedo et tout, ça cache un peu les problèmes du Barça, mais vous qui regardez les matchs du Barça, nous les supporters du Barça, on sait très bien que cette saison, même si au niveau mathématique on a un meilleur bilan, je veux dire, que la saison passée, ben cette saison, je suis désolé, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup plus de lacunes dans le jeu que la saison passée, à ce stade en tout cas de la saison. Donc forcément que lorsque tu n'arrives pas à maîtriser tous tes matchs en lâchant des points lorsque tu es meilleur, même lorsque tu es meilleur, je veux dire, face à des clubs comme la Sociedad, et que derrière, le Real Madrid, malgré ce qu'on peut dire, ils sont en crise, ben, au même stade de la saison, comparé à la saison passée, ils ont beaucoup plus de points, déjà. Donc, forcément que, non, c'est pas parce qu'ils sont en crise que le Real, c'est une équipe qui va perdre absolument tous ses matchs, hein. Le Real, ils ont un effectif avec leurs individualités capable de gagner 90%, 95% des matchs juste avec leurs individualités. Tu sais déjà que lorsque tu vas commencer un match avec eux, tu pars avec un handicap de 1-0 pour eux, parce
que Mbappé va avoir son penalty à un moment du match, ou en tout cas il va mettre son tap-in. C'est comme ça, c'est le Real Madrid. Ils ont des individualités de fou, donc ils vont pouvoir s'en sortir même lorsqu'ils sont éclatés. Et c'est exactement ce qu'ils... C'est pour ça que je vous disais au bout d'un moment, être en fait supporter du Barça, c'est très difficile, parce que même lorsque toi, tu te tues à sortir des performances acceptables, bonnes, moyennes pour gagner des matchs, ben ton adversaire, lui, il n'a pas forcément besoin d'être dans une bonne forme, en guillemets, en général, pour gagner ces matchs. Et on le voit, le Real, ils sont en mode survie depuis je sais pas combien de matchs maintenant. Ils ont gagné contre Villarreal, mais dans la physionomie, dans le contenu du match, on sait très bien que c'était un score un peu trompe-l'œil. Ils ont eu plein de victoires comme ça et plein de matchs où ils devaient pas gagner, mais qu'ils ont gagné. C'est le Real. Donc, si toi, tu fais pas le boulot quand il faut, ben, tu les as dans ton rétroviseur, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, faut pas non plus s'alarmer en mode, oui, le Barça, ils arrivent pas à creuser l'écart. Les gars, ça reste quand même une équipe avec de top joueurs en face, même s'il n'y a pas de collectif en face, c'est tout. Tu trouves pas que Yamal retrouve son explosivité? Ben en fait, Yamal, oui, on retrouve petit à petit le Lamine Yamal explosif qu'on a connu la saison passée, à plein de matchs, même le Lamine Yamal du début de saison. Je me rappelle son match contre Mallorca, hein, début de saison, ce qu'il a fait à Moïka durant ce match-là. Ah, c'était violent. Dans les changements de rythme, dans la vitesse, dans l'explosivité, c'était quelque chose. Donc, sa pubalgie, elle lui a forcément fait beaucoup de mal. On voyait qu'il y a plein de matchs où il n'était pas à 100%, mais je trouve que le club a quand même bien géré cette blessure, parce que il est pas encore sorti d'affaire à 100%, hein, mais lorsqu'on voit de l'autre côté les joueurs qui ont la même blessure, comme Nico Williams, comme Cole Palmer, même Mastantuono, la vérité, tu te dis, ok, le mec, il est quand même dans une galaxie différente. Malgré cette blessure-là, malgré cette gêne qu'il a, il a joué avec cette gêne-là pendant plein de mois. Ben, regardez ses stats. Il a de meilleurs stats au même stade de la saison que la saison passée. À ce rythme-là, Lamine Yamal, il va pour sortir une saison avec le double, peut-être pas le double en termes de stats global, mais en termes de buts marqués et d'impact, ben, il est très bien lancé. Et dans le jeu, il y a même plein de matchs, même quand beaucoup le critiquaient, oui, il est moins bon que la saison passée, il y a plein de matchs où, juste parce qu'il marque pas ou parce qu'il ne state pas, il crée des différences. Contre l'Atlético, par exemple, il y a une action où il élimine tout le côté droit de l'Atlético, il rentre dans l'axe, il remet pour Rafinha, et Rafinha tire à côté. Il y a des actions comme ça contre la Sociedad, il rentre lorsqu'il revient justement de blessure, il rentre deuxième mi-temps, c'est lui qui change le cours du match pour offrir la victoire au Barça. Donc, je trouve que les exigences qu'on a vis-à-vis de Lamine Yamal, elles peuvent être parfois démesurées, mais elles sont pas non plus irrationnelles, parce que ça reste aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde pour beaucoup. Ça peut être injuste parfois parce qu'on se dit qu'il a 18 piges, mais c'est un alien en fait. Aujourd'hui, moi, pourquoi beaucoup de gens me disaient aussi que même moi j'étais un peu dur avec lui. Les gars, c'est normal d'être un peu dur avec un joueur pareil. C'est normal d'être un peu dur avec un alien. Parce que si Lamine Yamal, c'est un joueur lambda qui arrive de temps en temps, va faire des coups d'éclat, tu te dis, bah ok, il est déjà stratosphérique. Ce qu'il fait, c'est, voilà, on peut pas en attendre plus de lui. Moi, lorsque je regarde Lamine Yamal, je le range dans la même catégorie que les Neymar. Peut-être pas des Messi, mais encore, à son âge, les Messi faisaient pas ce qu'il fait. Donc forcément que je peux le ranger dans cette catégorie-là en termes de précocité, en termes de talent pur, je le range au même niveau que les Neymar. Donc forcément que lorsque tu vois ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut développer dans son jeu, comment est-ce qu'il peut apporter, ajouter des cordes à son arc, notamment sur le jeu sans ballon et les appels de balles, tout ça, là, c'est des choses qu'il va falloir améliorer dans son jeu. Et il en est capable. Il en est capable. Lamine Yamal, dans la finition, on sait qu'il doit s'améliorer. Et dans le jeu sans ballon, on le voit, l'action qu'il fait contre Copenhague, lorsqu'il laisse sur place toute la défense, il surprend. Il doit continuer en fait à surprendre de plus en plus. Il commence à s'adapter de plus en plus au marquage, aux prises à 2, à 3. Il l'a dit lui-même après le match contre Copenhague. Mais il va falloir aussi qu'il réussisse à surprendre, à ne pas en fait habituer les défenseurs à toujours s'attendre à ce qu'il va faire. Si à chaque fois, il y a possibilité de faire un appel, il revient en arrière pour demander le ballon dans les pieds, ben forcément que le défenseur, il va même pas se soucier de son dos dans la profondeur. Il va juste foncer à 1000 à l'heure à chaque fois que Lamine Yamal se positionne pour recevoir un ballon sur l'aile. Donc là, il va mettre un doute de plus en plus dans la tête des adversaires s'il commence, je veux dire, à varier sa manière de recevoir le ballon. Donc oui, c'est Lamine Yamal. Je suis content de le revoir comme ça. Je le disais déjà depuis pas mal de matchs maintenant, depuis début 2026, un peu comme son début d'année 2025, la saison passée à partir de décembre-janvier. Là, t'as l'impression qu'il remonte le niveau, qu'il met le bleu de chauffe. Et voilà, on espère que ça continuera comme ça à monter en puissance crescendo, parce que pour les 8e de finale de Ligue des Champions et pour le reste de la Liga, on aura besoin de Lamine Yamal en feu.
Maintenant, par rapport au 11, ça c'était celui qui avait débuté face à Copenhague. Le milieu, c'était voilà une innovation. Ça avait été une catastrophe en première période, on va pas se mentir, avec l'absence combinée de Frenkie et de Pedri. Voilà, c'était difficile. Déjà, le match aller face à Elche, Pedri était déjà absent. On avait galéré dans le jeu. On n'avait même pas eu la possession. Il me semble que le Barça avait eu 49% de possession. C'était un événement face à Elche. Du coup, là, forcément que Frenkie va revenir dans le 11 et pour être tout à fait honnête là-dessus, là, au niveau de la défense, moi, ce que je vais changer, c'est de sortir déjà Gérard Martin pour remettre Eric Garcia dans l'axe comme ça, avec Cubarsí, qui, je l'ai dit, hein, à son repos, je pense que ça lui a fait un peu de bien. On l'a vu faire 2 bons matchs depuis son retour. Et puis, Koundé, je suis désolé, hein, actuellement, Koundé, je fais pas confiance. Je le sors du 11 et puis je fais débuter Cancelo. Parce que au moins, Cancelo, tu te dis qu'offensivement, il va apporter du soutien à Lamine Yamal. Et Elche, c'est une équipe qui va venir te chercher très haut. Il y aura de l'espace pour contre-attaquer. Il y aura de l'espace si tu as des joueurs créatifs derrière comme Cancelo pour lancer des joueurs. Cancelo, c'est un mec qui a aussi joué au milieu. Donc, c'est un mec qui est capable de générer des occasions, qui est capable de trouver l'homme libre, qui est capable de ne pas lâcher le ballon dans des zones difficiles, compliquées. Donc, moi, honnêtement, je débute avec Cancelo à droite et puis je remets Frenkie naturellement à son poste ici avec Eric et Cubarsí dans l'axe. Je repartirai personnellement avec, parce que beaucoup m'ont posé la question aussi par rapport à Bernal avec son entrée de fou qui a donc réussi à stabiliser le milieu la dernière fois contre Copenhague. Est-ce que Bernal ne mérite pas de débuter le match grâce à sa performance la dernière fois? Je pourrais vous dire que oui, mais c'est de se poser aussi la question de savoir il est dans quel état physique depuis son retour de blessure. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui d'enchaîner un match, une mi-temps plus 90 minutes ou en tout cas une titularisation dans son état physique? Il est bon dans son rôle, on le sait, lorsqu'il est à son meilleur niveau. Bernal, il est incroyable, un prodige de fou. Mais moi, si vous me posez la question, oui, j'aurais opté pour un milieu Bernal, Frenkie. Oui. Mais dans la tête de Flick, est-ce que ça sera ça? Je me pose la question. Honnêtement, je pense que Flick va plutôt privilégier Olmo aux côtés de Frenkie, comme ça, et puis Fermin au poste de numéro 10. Pas tant parce que Bernal ne mérite pas, mais parce qu'à ce stade de la saison, vu que Olmo et Fermin font vraiment une bonne deuxième partie de saison, voire même Olmo, ça fait plein de matchs qu'il est vraiment au niveau, ça sera un peu cruel de sortir un des deux, Fermin ou Olmo. Du coup, je pense qu'il va peut-être essayer de repartir avec Frenkie, Olmo et Fermin, même si là encore, hein, ça manque de contrôleurs vraiment à la Pedri, même à la Bernal. Et puis, la raison pour laquelle je pense qu'il va le tenter, mais c'est parce que, en fait, tout simplement, Elche va venir te chercher haut. Donc, ça va être des joueurs qui aussi aiment le jeu de rupture, qui vont essayer de lancer les attaquants assez rapidement dans le dos des joueurs de Elche. Et puis, Rafa, Lamine Yamal. Moi, Lewandowski, ça y est, je pense qu'il va débuter parce que je sais pas si Ferran a encore 90 minutes dans les jambes. Peut-être qu'il a juste 60 ou 70. Mais s'il y a la possibilité, s'il est prêt à 100%, il y aura de la profondeur, il y aura des espaces, ben Ferran doit débuter. C'est un mec qui se régale dans ce type de match-là. Et puis, ouais, c'est le 11 à titre personnel que je fais débuter. Ça m'a parlé de Araujo, mais moi, je me suis laissé aller dans l'avant-match, avant le match, je veux dire, contre Copenhague, en vous disant... Oui, Araujo, peut-être que dans le style, il y a un grand attaquant du côté de Copenhague, il pourrait peut-être aider, mais ça rentrait contre Copenhague, elle m'a rappelé à quel point, même moi, j'étais délusionnel. Même moi, j'étais là, en fait, je ne sais pas, ce type-là, il a quel impact sur nos mindsets, dans nos esprits. Il a ce pouvoir de nous faire tout oublier. Il y a un moment donné, il se fait salement éliminer ici, heureusement qu'il y avait hors-jeu. Ouais, tu sens qu'il ne respire pas la confiance, quoi. Donc, jamais, pour rien au monde, je fais débuter Araujo ce match-là, parce que voilà, il n'est pas en confiance, et en plus, mais défensivement, actuellement, c'est pas du tout ça. Donc, voilà, c'est le 11 que je vois débuter, que j'aimerais voir débuter, mais je pense que Flick peut avoir autre chose en tête, hein, on verra bien. Donc, voilà, les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour le débrief, justement, juste après le match. À très vite.